Hey, how you doing? Il s'appelle juste Leblanc. Ah bon, il a pas de prénom. English, motherfucker, do you speak it? King Kong ain't got shit on me! The Lannisters send their regards. Girl, you can't get no infection in your booty hole. It's a booty hole. Frankly, my dear, I don't give a damn. Alrighty then. Oh, what a day! What a lovely day! Bonjour et bienvenue dans l'épisode 8 de vos podcasts Acrociné. Après un mois de janvier consacré aux awards et bilan de fin d'année, on a fait notre top série 2019 et notre top film 2019. On est de retour pour vous parler des séries et sorties de cinéma de 2020. Nouvelle année, mais on garde la même équipe. On ne change pas une équipe qui gagne. Alors, avec moi, la sorcière Fama et la voix Cédina. Bonsoir les gars. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va bien, merci. Super. Alors oui, aujourd'hui, il sera question de sortilèges, de monstres et d'épées avec The Witcher de Netflix, puis de psychopathes aux allures sympathiques avec You de Netflix, avant de plonger dans deux autres séries qui nous parlent de foi, de mystère et de croyance. Messia et The New Pope. Can I have amen? Amen. Amen. Alors, bien évidemment, nous allons écouter religieusement cette fois-ci Fama nous prêcher l'actualité du cinéma. Ok, alors aujourd'hui dans l'actualité, on parle des Oscars qui vont se dérouler le 9 février. Donc, comme les Golden Globes, beaucoup de films qu'on a déjà vus et dont on a déjà entendu parler. Joker qui, voilà, comme d'habitude, beaucoup de nominations, 11 nominations cette fois. On note quand même l'absence de Taron Egerton, de Beyoncé à la musique pour Le Roi Lion, de Frozen 2 qui n'est pas non plus dans les meilleures animations. Par contre, film étranger, on a eu la shortlist, donc Atlantique malheureusement ne passe pas le barrage, mais il y a toujours donc Parasite et Les Misérables bien sûr qui vont représenter la France de Ladjili et Douleur et gloire de Almodovar. Autre nouvelle, HBO projette a en projet en tout cas d'adapter en série le film de Bong Joon-ho Parasite. Donc c'est un projet, on vous en reparlera si on en entend parler. Et autre nouvelle encore intéressante, à Dakar au mois de février, vous allez avoir donc le festival Film Femmes Afrique qui se déroule donc à Dakar et du 2 au 7 mars dans 8 autres villes et régions. Donc du 21 au 29 février, vous pourrez voir tout un tas de courts-métrages, de longs-métrages. Ça se passe au cinéma Ousmane Sembène, à l'Empire des Enfants. Vous pouvez aller voir leur page Facebook, ils sont très bien, ils donnent toutes les dates et toutes les infos. Et voilà, donc le thème cette année c'est Femmes en résistance et vous pourrez me retrouver là-bas. D'accord. Sympathique. Alors Cédina, des commentaires pour les Oscars? Oui, comme Femme l'a dit, il y a eu pas mal de surprises, mais dans l'ensemble, c'est dans la ligne des Oscars. Je ne pense pas qu'ils aient une édition ces dernières années où il n'y a pas de surprise de snob, mais on va voir ce qu'on vont donner les résultats le 9 février. On verra. Franchement, c'est ouvert. Pour moi, c'est ouvert cette année. D'accord. Ton favori pour le meilleur film? 1917. D'accord. Moi, je vais y aller avec Parasite. Moi aussi. On espère qu'il va gagner. Mais non, moi j'espère pas qu'il va gagner, mais je pense qu'il va gagner. Tu penses qu'il va gagner? Mais tu n'espères pas? Non, pas forcément. Moi, je préfère Once Upon a Time in Hollywood. Mais quand même, je voudrais bien moi que aussi, Parasite gagne. Once Upon a Time Parce ou que c'est même une première. 1917 pour l'Oscar, je sais pas, je préfère. D'accord. J'aime bien un Parasite, mais je sais pas. Ok, tu préfères Once Upon a Time? Ouais, je préférerais qu'il gagne. Parce que Scarlett Johansson est nommée dans 2 catégories différentes, ce qui n'était pas arrivé depuis. Je n'ai pas un moment, mais c'est extrêmement Kate rare. Blanchett. Pour les Kate Oscars. Blanchett. Je pense que oui, Kate Blanchett en 2007, oui. L'année où elle était nommée à la fois pour Queen Elizabeth, Et I'm Not There. meilleure actrice, et I'm Not There pour meilleur second rôle. Oui, donc ça fait 10 ans. C'est un exploit en soi. Oui, peut-être qu'elle a la chance de gagner un des deux. C'est ma favorite pour le meilleur second rôle féminin. Non, elle l'aura pas. Scarlett Johansson? C'est possible, hein. C'est second rôle c'est dans Jojo Rabbit, hein? Ouais. Il y a Laura Dern pour Marriage Story. Ouais. Elle l'aura. C'est dommage, c'est l'ironie du sort. Ouais. Ou alors la meilleure story, meilleure actrice aussi. Pourquoi pas les deux? Ça sera plus dur, Pourquoi je pas pense. les deux? Avec Joaquin Phoenix qui, espérons, va nous boxer ce trophée-là aussi. Il va gagner, je le sens. Je le sens. De toute façon, il a tout raflé depuis. Et Bong Joon-ho, meilleur Là réalisateur. aussi... Non, il ne l'aura pas. C'est Sam Mendes
pour 1917, je pense. Sam Mendes, c'est quand même vigilant, Là, il est le favori. c'est incroyable. Beaucoup parlent Oui, des mais prouesses Bong techniques. Joon-ho, Non, il c'est pourrait vrai qu'il y gagner a, le il y a meilleur des film plans dans séquences film étranger. extraordinaires. Oui, ça Il c'est peut sûr. pas gagner les deux. Pourquoi pas? Ah bah non, là, c'est trop. Non, c'est pas Ah, juste. c'est possible, hein? Ou alors ils donnent un Misérable et il donne Bong Joon-ho Ouais, à leur ouais. meilleur réalisateur. Ça me Mais ils conviendrait quand même. donneront pas. Non, je pense que... Non, je pense Ce serait magnifique, mais. Je pense, en fait, meilleur film étranger, si Parasite ne gagne pas, ça va être Couronner Sam Mendes, Douleur et Gloire. Comme couronner Sam Mendes, quand même, ce serait quand même mieux, j'ai l'impression. Pour Je me la suis rendu compte réalisation. qu'il réalise très peu, et c'est un réalisateur que je kiffe beaucoup. Et depuis Skyfall, j'ai l'impression qu'il n'avait pas fait grand-chose. Ah, je savais pas que c'était lui. Oui, Si, c'était lui. Skyfall, et je me suis rappelé que c'est lui qui avait fait un de mes films préférés, American Beauty. C'est même le film Donc, qu'il tu a... m'as Dieu, beaucoup hein. marqué quand j'étais jeune. Moi Ouais, aussi. ouais, c'est lui qui l'avait fait. Il avait gagné son premier Oscar. Donc là, c'est l'occasion pour lui gagner le deuxième. C'est l'histoire avec les femmes là dans le salon de. Non, c'est Non, non. le deux Avec de Kevin Spacey. Kevin Spacey. Ah non, j'ai pas vu alors. Tu parles de quel film? Où il est un mari dans une banlieue, il se fait renvoyer. Et il y a sa fille. Il drague Ah, la non, meilleure j'ai- amie de sa fille. Voilà, enfin, il y a le Non, non, drague, non, hein, j'ai c'est- pas vu ça alors. Ah, J'ai pas vu ça, je confonds avec autre chose. American Beauty. C'est Ah, c'est très beau. c'est Ouais, une c'est critique pas au vitriol de la société américaine en fait. Derrière la banlieue, derrière les façades. Vous donnez beaucoup de recommandations aussi. Ah, hein, ça, American Beauty, Si c'est je dois regarder tous les films. Il le faut, il le faut. c'est un chef-d'œuvre. Hein, c'est un chef-d'œuvre. C'est Ouais, un ouais, chef-d'œuvre. Ok, Carrément. cool. Carrément. Alors, on va attaquer avec les séries. Donc, on commence avec The Witcher, une héroïque fantasy américaine, série de 8 épisodes, sortie le 20 décembre 2019. Alors, c'est un saga polonais écrit par Sapkowski, voilà, déjà adapté en jeu vidéo, n'est-ce pas, Seydina? Alors, est-ce que tu peux nous parler de The Witcher, Seydina? Alors, The Witcher, c'est un peu. C'est inspiré d'un jeu vidéo, c'est une histoire ou plusieurs histoires qui s'entrechoquent. Celle de Geralt de Rivière, un sorceleur, donc Witcher en anglais, qui accomplit des missions au gré des épisodes. Celle de la jeune fille dont je ne parle plus le nom. Siri. Ciri, qui fuit l'attaque de son... C'est une princesse, elle fuit l'attaque de son château. Celle aussi de Yennefer Venenberg, une jeune sorcière déformée de naissance, mais qui tente coûte que coûte de refaire sa vie, aussi bien que de refaire son corps. Donc c'est 3 trames temporelles, 3 histoires qui s'entrechoquent au fur et à mesure de l'évolution de la série. Voilà, c'est... sans trop en dire, c'est un peu le but difficile de la... Ouais, c'est difficile À résumer. mais voilà. Mais effectivement, tout tourne autour de Geralt de Rivière, qui est une... Voilà, c'est un peu le personnage principal, c'est le badass qui avance au fur et à mesure. Et donc, c'est lui qui... Toutes les autres trames, en fait, tôt ou tard, finissent par s'entrechoquer sur lui. Voilà. Qui est joué par Henry Cavill. Henry Cavill, oui, que j'ai oublié. Henry Cavill, Superman, Man of Steel. Voilà, Henry Cavill. Tout Qui est bien. Non, il est bien. Il a une carrure de James Bond. Moi, j'espère vraiment le voir dans ce rôle un jour. Mais Il y a eu un montage hein, comme ça là. Ouais, non, cette semaine. j'en avais parlé longtemps. Il a une carrure. Il a une mâchoire de James Bond, quoi. Ouais, mais il est trop beau. Ah non, pour ça James c'est... Bond. Oui. Il est trop beau. Ah, mais il ne peut pas être tout le monde, il peut être Superman, Gérard. Ben pourquoi pas? James Bond. Pourquoi pas? Non, c'est trop. Bah, Pourquoi pas? Il est dans la force de l'âge, il n'a pas encore 40 ans, je pense. Et en fait, Donc il y là, a un parfait. truc drôle avec Henry Cavill. Parce que juste avant la sortie de The Witcher, j'ai entendu parler de lui. Henry Cavill était un geek, il a lu tous les livres et tout. Voilà, il aimait l'histoire et tout. Mais en fait, après, je me suis rendu compte, en fait, lorsque j'ai lu un article, que c'est vrai, en fait, que non seulement, en fait, il a lu les histoires, il a joué aux jeux vidéo. Avant Et de savoir que c'était le jeu. Avant de savoir. Ah. Oui, et lorsqu'il a entendu parler du projet, genre, quand c'était un projet, on n'avait même pas écrit le scénario. Elle a poursuivi la showrunner. Ah ouais. Ouais, elle l'a. Pour que ce soit lui Pour que qui ce le soit joue. lui. C'est génial. Matin, midi, soir. Tu vois, donc vraiment, C'est je te jure, c'est génial. génial. Et également, il s'est tué à la gym, tu vois, pour développer ce corps. Déjà, il Bon. n'était pas petit. Ah oui. Voilà, mais il a pris plus de Il masse. n'a pas fait beaucoup d'efforts. Peut-être parce que... Si, mais il a pris plus de masse. Le film précédent, il n'était pas très baraqué parce qu'il venait de sortir de Mission Impossible 5 où c'était plus sa moustache qui était mise en avant que le reste. Mais oui, c'est quelqu'un qui est déjà baraqué je ne vais pas dire de nature, mais qui est dans des rôles où physiquement il est déjà affûté. Mais déjà dans The Tudors, la série The Tudors, il était là-bas. Ah, Mais j'ai il pas était- vu celle-là. Ah ouais? Non. Il était là-bas, mais il C'est n'était pas si l'histoire baraqué. de Henri VIII.
C'est avec Jonathan Rhys-Meyers. Donc dans Henri VIII, son règne, Henri VIII, le père de la reine Elisabeth. Il était là-bas en rôle secondaire. Ok. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de The Witcher? Moi, j'avais de grands espoirs quand même parce que je suis un grand amoureux de fantasy. Mais les différentes lignes temporelles m'ont très tôt dérouté, personnellement. Et du coup, j'ai consommé sans vraiment apprécier la série, quoi. J'ai regardé les 10 épisodes, juste pour arriver jusqu'au bout. Mais voilà, ça n'est pas très mémorable pour moi. À part Geralt de Rivière, hein, qui est imposant, à part aussi Yennefer de Venenberg, très captivante. Mais voilà, ça n'a pas été une série qui m'a marqué cette année, pas vraiment comme je l'espérais. Voilà, la trame, les épisodes sont mélangés, pour faire simple. L'épisode 2, l'épisode 3, l'épisode 4, en fait, on se rend compte que l'épisode 5 se rapporte plus à l'épisode 1 qu'à l'épisode 6, et ainsi de suite. Donc, c'est ça dont les gens ont beaucoup parlé. Ouais, moi, ça parle beaucoup de cette complexité. Ça nécessitait une certaine gymnastique intellectuelle qui... Mais pourtant, c'est pas si compliqué que ça. Non, moi je trouve pas. Moi, je l'ai regardé en ayant déjà entendu parler de tout ça. Il y avait déjà eu Netflix qui avait sorti, vous savez, ils ont sorti un espèce de graphique là, où ils expliquent la timeline en disant épisode 1 c'est là, épisode etc. etc. Donc j'ai regardé ça avant de regarder la série. Donc je comprenais rien parce que je connais pas du tout l'histoire, je connaissais pas l'univers, ni le jeu vidéo, ni rien. Donc j'ai découvert, mais dans ma tête, en commençant la série, j'avais déjà en tête que ok, Pharma, c'est pas un truc où c'est une timeline pour pas me perdre. Donc j'étais plus ouverte, je pense, je vais pas tout comprendre tout de suite. Et du coup, j'ai compris. Je pourrais pas dire que j'ai tout compris, ça serait très compliqué pour moi d'expliquer à quelqu'un c'est quoi l'histoire de la série de A à Z. Mais j'ai compris voilà que Yennefer était plus vieille, que l'autre c'était à la fin, etc. Et non, moi j'ai adoré, je trouve Henry Cavill là, magnifique dedans, il joue pas seulement beau physiquement, il est très beau physiquement, ça aide, mais il est aussi, et c'est important je pense, il y a souvent des gens qui critiquent ça en disant pourquoi dans les films ils sont tous beaux, ils sont tous, mais si on racontait un film avec que des gens moches et qui ont pas une histoire spéciale, je vois pas pourquoi on le regarderait en fait. Dans la vie de tous les jours, il y en a. Donc autant mettre des gens beaux qui jouent bien dans des superbes histoires extraordinaires. Oui, mais pas de souci de réalisme. Voilà. Oui, mais c'est pas réaliste. À partir du moment où ça s'appelle The Witcher, c'est pas réaliste. Il y a dès la première scène, il y a un monstre à tentacules. On sait tout de suite que ça va être un truc. C'est sûr. Donc non, j'ai adoré. Je trouve que tout le monde joue très bien. Je trouvais que c'était juste. Là, je sais que dès le début, j'étais dedans, j'ai suivi. Ça commence un peu lentement. Mais pour quelqu'un qui connaissait pas du tout l'univers ni rien, moi j'aime beaucoup l'heroic fantasy comme ça. Et puis c'est un héros, il est gentil mais il est sombre en même temps, il parle pas beaucoup, c'est un peu pas anti-héros mais il est un peu grincheux. J'aime bien tout ça et j'ai adoré. Ok. Pareil que toi, hein, je connaissais pas l'histoire. Bon, il y a un ami qui m'en a parlé lorsque le projet était actuellement en tournage, lorsqu'on tournait la série et tout, il m'en a parlé, il m'a raconté tout ça, je me suis dit waouh, c'est intéressant ça, je vais l'attendre. Mais j'ai jamais joué aux jeux vidéo, je connaissais pas l'histoire ni rien. Voilà, mais bon, disons que la série, je l'ai plutôt bien appréciée. Voilà, bon, pour moi le début est raté. Franchement, au début, je trouve que la série commence mal. Franchement. Au départ, ça flirte gentiment avec le nanar. Franchement, moi, je me dis, à une certaine période, si je l'avais regardé à certaines périodes, j'aurais abandonné. Dès le premier épisode, moi aussi. 2 ou 3, franchement. Il y a 5 ans, j'aurais pas regardé. Ouais, moi, franchement, je trouve ça mauvais. Voilà, mais après, ça évolue au fur et à mesure. Franchement, en fait, dès le départ, il y a une mauvaise mise en contexte. Tu vois, on ne nous explique pas tout. Moi, mon ami dont je parle, Talib, lorsqu'il m'a raconté le truc, il m'a parlé de l'autre là, le moindre mal, les notions de moindre mal et autres. En fait, on en parle dans la série, mais juste dans l'épisode premier, à l'échange, à travers un dialogue. C'est un peu de dialogue, tu vois, on en parle du moindre mal, alors que c'est beaucoup plus développé, ça a une beaucoup plus grande place dans l'œuvre. Voilà, donc il y a ces défauts-là. En fait, tout n'est pas expliqué. Les grands enjeux de l'univers, tu vois. Non, c'est vrai. Même ça. À la fin de la saison, on ne sait pas très bien encore c'est quoi les royaumes. Exactement, ça ne se pose pas carrément pour tout nous expliquer. Surtout ceux qui ne connaissent pas l'univers, qui n'ont pas lu les livres ou qui n'ont pas joué aux jeux vidéo. Non, ça je comprends. Ouais. C'est ça pose problème. Ensuite, il y a la durée de vie des sorcières et des The Witcher. Par exemple, le personnage de Henry Cavill, il n'est pas humain, il est mi-humain. Voilà, donc, mais on ne sait pas très bien trop. Exactement, d'où il vient et tout. Et également la durée de sa vie. Oui, là, c'est vrai. Dans la première saison, on ne peut pas tout expliquer, tout dire et tout. Ça se comprend. Mais quand même, au moins, ce qu'on nous explique. D'autant plus qu'en fait, le passage du temps, on ne montre pas carrément les effets du passage du temps. On montre Yennefer qui, au départ, ne voulait pas d'enfant. Donc, elle est prête à
avoir le corps de ses rêves. Elle a sacrifié je sais pas, ses trompes ou quelque chose comme ça. Donc, elle ne peut plus avoir d'enfant. Voilà, donc franchement, on aurait beaucoup plus développé dans ce sens-là, montrer par exemple leur durée de vie et tout. Voilà. Sinon, après, la série a bien évolué. Vers l'épisode 7, 8, voilà, c'était vachement bien. Dedans. Le dernier épisode, la mise en scène, et franchement, voilà, j'ai bien et aimé. le cliffhanger de la fin, quoi. Carrément, la fin, c'est vraiment faut une saison 2. Merci, exactement. Sinon... Lorsqu'on termine avec le dernier épisode, t'as envie de voir la saison 2. Voilà, donc, pour comprendre justement plus de choses. Et je pense que ça va être ça, exactement. la première moitié de la saison 2. Parce qu'ils ont dû, ils regardent les critiques aujourd'hui, les séries, ils font pas de saison 2 sans regarder les fans. Clairement. Qu'est-ce qu'ils pensent. Et je pense que ça, clairement, ils vont le changer. Ils vont expliquer, je pense, plein de choses. C'est sûr. Et je pense qu'il y aura plein de saisons après la saison 2. Hein. Je pense qu'il y en aura d'autres. Voilà, donc c'est intéressant. Sinon, côté direction artistique, pas terrible du tout. L'image, décor. Ouais, moi, j'ai pas du tout aimé. Même côté dialogue. À des moments. Chip a bien démesure. Même côté dialogue, je trouve c'est pas profond du tout. Pas profond du tout. Il y a quand même la chanson du Bard là. Le bard, il me fait chier. Toss a coin to your witcher. La chanson, voilà, elle reste dans la tête, quoi. Moi, ça m'a pas marqué. Bon, mais quand même, voilà, il y a de bonnes choses. Il y a de bonnes choses quand même, malgré tout. Non, il y a des bonnes choses, ça c'est sûr. Moi, c'est ce que je retiens de surtout la chanson. La chanson. Que la chanson. Mais il y a une promesse. Okay. Je trouve pas qu'il y a une promesse. J'irai regarder la saison 2. Ça, c'est encore une fois, j'irai regarder la saison 2, mais sans plus, quoi. Ouais. Mais t'as pas aimé. J'irai regarder. Si elle sort demain, je la regarde peut-être dans 3 mois, quoi. Quand je n'ai rien d'autre à faire, mais voilà, c'est plus une urgence de mon côté. Ok. Donc, il y a quoi d'autre? Également, il y a les combats à l'épée. Ouais. Il y a les combats à l'épée qui sont très bien chorégraphiés. Voilà. Les batailles, un peu moins, mais les combats à l'épée, c'était assez fluide, bien chorégraphié. J'ai bien aimé. Ouais. Bon, moi, ça, c'est le dernier truc que je regarde. Les combats c'est vraiment pas... Sauf dont je me suis appréciée à adorer les combats dans une série, là, c'est Si. Je sais pas si vous l'avez vu. Comment il s'appelle l'acteur? Oh là 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 là. Les combats. C'est bien chorégraphié. C'est bien. Il danse, c'est magnifique. Je me dis, mais c'est un danseur, ce gars, c'est pas possible. Et les gens se posent des questions sur cette série-là. Oui, tu réalises. Ça montre l'évolution humaine. Si sur 1000 ans, personne n'est avec la vision, on allait entendre. Forcément, les autres sont à se développer. Quoi. Mais comme les aveugles. Comme les bébés aveugles, quand ils grandissent, ils peuvent se retrouver dans leur champ parce que ils sont obligés de se reposer sur les autres sens. Donc, ils entendent mieux, ils sentent mieux, ils touchent mieux, ils goûtent mieux. Et c'est pareil que dans la série, en fait. Parfois, c'est même pas qu'ils entendent bien, c'est parce qu'ils sont plus concentrés sur ça. Oui, ils entendent mieux. Ils entendent mieux, ils sont pas... Petit aparté. Ok, j'ai pas vu Si. Moi, j'ai adoré. D'accord, c'est intéressant. J'ai regardé en 2 jours. D'accord. C'est très captivant. Ok, donc on passe à la série suivante. Et c'est You, la série de Netflix. La série qui fait partie des séries Netflix les plus populaires. Ah voilà. Ouais? Ça, je savais pas. Ouais, ça fait partie des séries Netflix les plus populaires. Ah ouais. À chaque sortie, beaucoup de personnes en parlent sur les réseaux sociaux. Twitter, Facebook. Partout. C'est que ça parle des réseaux sociaux. Merci. Il faut se demander encore pourquoi les prédateurs sexuels ou psychopathes attirent autant. Une question à laquelle Fama va répondre plus tard. Donc, juste dire que la saison 2 de You est sortie en janvier 2020. Et voilà, Fama, est-ce que tu peux nous parler de You? Ouais, alors comme d'habitude c'est très compliqué de résumer une série qu'on aime bien. Alors You, ça raconte l'histoire d'un jeune homme. Donc, déjà c'est une série Netflix, comme tu as dit, très, très populaire, qui a 2 saisons. Donc la première est sortie en 2018 et la deuxième est sortie en décembre 2019. Et donc voilà, avec comme acteur principal Penn Badgley, qui était Dan dans Gossip Girl, donc qui a un visage quand même connu des séries teen. Et voilà, donc il joue, Penn Badgley là, il joue un jeune homme d'apparence normale, mignon, bon gendre. Et en fait, c'est quelqu'un, voilà, j'ai pas envie de spoiler, c'est ça qui est compliqué en fait, de pas spoiler et de quand même donner envie. Donc ouais, ça raconte l'histoire d'un gars en fait qui
qui tombent très vite amoureux, ce qu'on appelle les serial lovers, les gens qui tombent amoureux à chaque coin de rue, et qui a dû être malheureux en amour avant, et qui du coup a eu une obsession pour fliquer, un petit peu harceler les femmes dont il tombe amoureux, et il le fait à travers les réseaux sociaux, en les suivant, en étant un peu harceleur, quoi, un harceleur professionnel. Et ça va bien sûr plus loin parce qu'il a d'autres problèmes psychologiques. Voilà, donc pour pas spoiler, je sais pas comment faire, hein, mais voilà, c'est un petit peu ça l'histoire. Et voilà, donc ça parle des réseaux sociaux, ça parle du fait qu'on est vachement vulnérable, que finalement les gens ont énormément d'infos sur nous s'ils veulent y faire attention, les géolocalisations, les photos qu'on a prises à tel endroit, les gens... et on déballe toutes nos vies. Ouais, on déballe toute notre vie, et si quelqu'un a accès à ton téléphone ou ton ordinateur, c'est vrai qu'il peut faire énormément de choses. Il peut te détruire. Ouais. D'ailleurs, Rupture Fatale, là, je sais pas si vous l'avez vu, c'est un petit peu ça aussi, le sujet... Glace... Non, le film qui est sorti là. Ah, c'est Black, celui de... Comment il s'appelle? C'est le Tyler Perry, ça. Tyler Perry. Oui, voilà. Je l'ai pas vu. T'as pas vu? C'est un petit peu ça aussi. D'habitude, j'aime pas les films de Tyler Perry. Moi non plus, mais celui-là il est particulier. J'en ai beaucoup entendu parler. Ouais, je vais le voir, je vais essayer de voir. Il est très particulier. D'accord. C'est pas nanar quoi, c'est pas gnognon, un petit peu, mais... C'est plus sérieux. Ouais. Mais donc voilà, You, c'est ça, c'est une série je pense qui parle à beaucoup de gens parce que tout le monde quand il la regarde se dit mais ça pourrait être moi, enfin les filles en tout cas beaucoup. C'est sûr. Et voilà, You, moi j'aime beaucoup. Super. Alors Célina, qu'est-ce que t'en as pensé? J'aime bien, c'est une série que j'affectionne parce que elle explore la psychologie. Donc de l'affection, elle explore aussi la thématique des relations humaines, mais surtout elle nous montre un personnage qui pour moi est extrêmement dérangeant, extrêmement captivant et qui jusqu'au bout en fait ne nous permet pas de nous dire exactement s'il est totalement fou ou s'il est totalement cinglé ou s'il est totalement psychopathe, parce qu'il est capable de faire preuve d'empathie. En saison 1 il en fait preuve face à avec le gosse, même la saison 2. En saison 2 aussi pareil, et à chaque fois on se dit qu'il est malade, ça y est, c'est non. Mais il a perdu la boule. La situation suivante, il voit une fille, il voit quelqu'un qui a besoin d'aide et il est capable d'arrêter, de mettre son obsession en pause pour se concentrer sur quelque chose d'autre, même si ce n'est pas son but premier. Et donc moi, ça rendait pour moi difficile le fait de pouvoir faire un diagnostic sur lui en me disant mais est-ce que j'ai affaire à un dingue qui s'ignore, ou bien est-ce que j'ai affaire à quelqu'un qui fait semblant d'être dingue mais qui en fait... Mais... Joe, le personnage principal, il a tous les traits et tous les attributs du sociopathe psychopathe. Il a déjà à la fin de l'épisode 1, à un moment, on se rend compte que même la présentation qu'il fait au début, la manière qu'il l'a rencontré, mais en fait, c'est pas comme ça qu'il l'a rencontré. Je vais pas trop en parler, mais on se rend compte que lui-même, dans ses approches, il se ment. Il se ment. Il passe au silence le fait que, voilà, c'est pas là-bas qu'il l'a rencontré, qu'il l'a suivi inconsciemment depuis des jours. Et au moment on est glacé de se rendre compte ça. On se dit, c'est pas normal qu'un gars comme ça, ou bien c'est malchanceux qu'un gars comme ça, qui est quand même beau gosse et tout, en soit réduit à faire des choses pareilles. Puis on se rend compte quand la saison 2 nous permet de découvrir un peu plus en profondeur les raisons qui l'ont amené comme ça. Bon, ça ne justifie rien, mais on voit un peu son passé. Et on peut comprendre, on peut essayer de comprendre. Mais après, voilà, ce qui se passe après dans la série ne tient qu'à lui. Et le twist des derniers épisodes, nous, comme lui, on est ébahis quand on voit les derniers épisodes. Le twist, on se dit, oh, ah bon, ok, d'accord. Là, tout de suite, c'est moins marrant. Parce que une situation qui, normalement, aurait dû lui convenir, finit par lui-même le refroidir. Parce qu'il est face à face. Ah non. Et là, justement, ça c'est intéressant parce que justement, tu sais qu'en fait, lui, ce qui l'intéresse sur les femmes, c'est plutôt leur innocence, leur partie. Par exemple, ce qui est en lui, il ne veut pas que ça soit. Peut-être même pas, je dirais même pas l'innocence, parce que Beck, dans la série, on était tous sauf innocente. Mais c'est surtout. Oui, mais elle en avait l'air. Non, elle était naïve. Même si elle en avait l'air. Oui. Il parvenait surtout gentil au fond. Oui. Il parvenait à. Elle était innocente. Il cernait les défauts de Beck. Oui, mais Beck l'a trompé, mais quand même, ça reste quand même. Oui, c'est pour ça qu'il dit que c'est pas l'innocence qui l'intéressait, mais c'est déjà la version idéalisée qui se fait de la personne. Et donc, si déjà au départ, il se dit, oh, mais il est comme ça, elle a des défauts, mais. Donc, si ces défauts sont ça, il les accepte. Donc, la fille en question là qu'il rencontre, bon, elle a peut-être un ou deux défauts. Le défaut de la fille là, c'est son frère, par exemple.
Et il va accepter, il va essayer de jouer avec. Et d'ailleurs, il le dit, I will fix you. Voilà, I will fix you. Beck aussi, Beck était un peu volage, Beck avait des copines qui étaient un peu envahissantes. Il accepte. Donc, c'est pas vraiment l'innocence. Hein. Il se leurre pas sur les femmes, mais il les accepte d'une façon. Il se dit que bon, je les cernais comme ça dès le départ. Après, c'est il fini. veut tout cerner. Mais quand à la fin, la personne fait un virage à 80 degrés, là, tout de suite, c'est le what the fuck, quoi, direct. Et là, tout de suite, il est réveillé. Parce que justement, il a besoin de cadrer tout. Voilà, et que dès que ça sort du cadre, il ne peut plus contrôler. Je me rappelle, j'avais réagi dans le groupe Acro-Cinéphé en disant, mais voilà ce qui se passe quand on se rend compte qu'une situation idéale n'est pas forcément ce qu'on voulait. Je sais pas, il y a une expression qui fais gaffe en anglais, be careful what you wish for. Fais gaffe à ce que tes vœux te réalisent. Parce que généralement, ce qu'on croit vouloir, ou bien ce qu'on croit attendre n'est pas ce qu'on veut. Et bon, ça lui arrive. Et voilà, ça donne un twist intéressant. Normalement, la série ne devait pas avoir une saison 3, mais étant donné que. Ah oui, là, c'est sûr. Parce que c'est basé sur 2 bouquins, les 2 bouquins sont couverts. C'est basé sur des bouquins. Mais les bouquins sont arrêtés ou elle continue d'écrire? Non, je pense qu'elle va écrire un troisième, ou elle va laisser le troisième, elle va passer au scénario. Mais je pense que même les scénaristes. Oh non, mais si, là, il y a un truc, mais voilà. Non, mais ils peuvent travailler avec elle, par exemple. Non, mais c'est captivant à regarder. C'est les amateurs de thriller, les amateurs de la romance aussi, mais c'est captivant à regarder. Donc, You, c'est. Voilà. Et puis, c'est un message aussi à toutes aux femmes, c'est un message aux hommes aussi, quoi. Faites gaffe. Carrément. Faites gaffe, quoi. Le monde d'aujourd'hui, les réseaux sociaux, comment on est exposé. Et encore, ça, c'est des femmes adultes. J'imagine avec les enfants. Voilà, on le voit un petit peu dans la saison 2 avec la petite. Avec la petite, ouais, c'est vrai. Qui a fond sur les réseaux sociaux. C'était un kiff. Ok, bah moi, je suis pas trop fan de You. Disons que je le trouve divertissant, sans plus. Mais en même temps aussi, en fait, si tu le considères comme, si tu le regardes avec de second degré, ça marche mieux. Faut pas prendre ça comme quelque chose, faut pas le prendre au premier degré en fait. Juste quelque chose de léger. Tu regardes, tu binge-watch un week-end et puis ça passe. Franchement, la saison 2 était plutôt dans la même lancée que la première. Ouais. Je dirais pas meilleure, ni dans la même lancée, disons. Moi, j'ai préféré la deuxième. Ok, moi je trouve qu'elles se valent. C'est intéressant, c'est drôle, c'est fun. J'ai pas grand chose à dire sur la série. Par contre, il y a ils ont parlé dans la saison 2. Ils ont parlé du MeToo. Du MeToo avec le personnage de la jeune fille et de sa sœur et tous les harcèlements sexuels et blablabla. Ouais, en fait, c'est pas mal, mais en fait, moi, j'aime pas quand les séries font de la récupération. C'est vrai qu'on est à l'ère du MeToo. Voilà, on a parlé autour des séries. Maintenant, eux, ils en ont fait tout un grand arc narratif de la série. Franchement, c'était un peu... c'est l'actualité. Oui, c'est l'actualité, mais c'est facile de faire dans la récupération. Quelque chose qui oui, c'est facile parce que c'est là aussi. Hein, Non, c'est aussi que je pense que le modèle de la première saison... Le deuxième était sur le même modèle un petit peu, la deuxième saison. Et du coup, dans la première, il y avait tout cet arc narratif sur le fait qu'il, comme il disait, qu'il s'occupe de quelqu'un d'autre. Je pense que c'est important de préciser dans sa personnalité que c'est aussi quelqu'un qui a de l'empathie et qui a envie d'aider les gens. Voilà. Et donc là, vu que c'était 2 femmes, son sujet... joli, machin et tout. Donc, il fallait l'humaniser. Voilà, je pense, non pas forcément l'humaniser, mais montrer cette facette de sa personnalité qui s'occupe de quelque chose, parce que c'est très grave ce qu'il fait dans cette timeline, dans cet arc narratif-là. C'est très grave en soi, en dehors du fait qu'il fait ses autres timelines aussi, tous ces arcs narratifs sont graves, tout ce qu'il fait. C'est ça. Mais je pense que là, c'est important parce que ça prouve qu'il fait pas tout que pour lui. Et c'est important dans la construction du personnage. Justement, il est malade. Il est malade, moi je trouve que... C'est ça en fait, c'est parce que si jamais il tombe un jour, s'il a un bon avocat, là c'est la psychiatrique quoi, il peut suivre un traitement, un vrai traitement psychologique qui va essayer de décerner la source de son problème. Parce que lui-même il est conscient d'avoir un problème, mais il y a des moments où il est conscient d'avoir un problème, mais que voilà, c'est plus fort que lui. Mais c'est pour ça que je pense qu'il est sociopathe. Parce que c'est ça la différence. Mais les sociopathes ne sont pas doués de la capacité de reconnaître qu'ils ont un problème. Mais si justement, c'est les psychopathes qui reconnaissent pas, je crois. Les psychopathes, hein. Les psychopathes, ils te tuent et après ils continuent, ils boivent leur café, ils peuvent fumer une clope alors qu'il y a ton cadavre ou quoi. Un sociopathe te tue parce que voilà, il a des problèmes, mais il sait que c'est mal. Il sait que... Ils essaient de... Tu vois, après il va essayer peut-être de se convaincre en disant c'est un pédophile ou c'est un truc donc nanani. Oui. Mais il sait que tuer quelqu'un c'est mal et qu'il faut le cacher. Il est toujours conscient. Ouais. Alors qu'un psychopathe des fois peut ne pas, pour lui il a pas de remords ou de, lui il a des remords et ça se voit que c'est comme ça qu'il
c'est comme si c'était du plus ou du moins. Il le récupère en faisant un truc pour quelqu'un de bien. En tout cas, dans la saison 2, il y a la fille là, celle qui joue Love. Ouais. Qu'on avait vu dans l'autre série là, The Haunting of Hill House. Ah, j'ai pas vu. Ah ouais. Série horrifique, magnifique. J'ai pas vu. J'ai adoré. Elle est bien, elle joue bien aussi dans You. Ah, elle est insupportable. Julie, le gars. Oui, mais elle joue bien. Elle est Oui. insupportable, elle joue bien. Je Elle est préfère Beck, insupportable. mais... Ah oui, Beck Voilà. était très jolie. Mhm. C'est très triste. D'accord, donc, Fama, tu recommandes You? Oui, La ah oui, saison je deux. recommande. Ouais, C'est énorme. oui, je recommande. Pareil, voilà. Si vous avez aimé la première saison, vous avez aimé la seconde, c'est sûr. Alors, donc, on va passer à une autre série de Netflix. De toute façon, peut-être, on a parlé de 3 séries de Netflix. Bientôt, on va se faire sponsoriser par Netflix. Alors, série Messia. Nous allons parler cette fois-ci de Messia. Une série Netflix qui a fait beaucoup de bruit et qui a été interdite dans certains pays. Voilà, donc Messia parle d'un agent de la CIA incarné par Michel Monaghan, qu'on avait vu dans Kiss Kiss Bang Bang, dans Mission Impossible, voilà. Ouais, c'est... Et dans True Detective aussi. Elle était la femme de l'agent. Ouais. Ah, je me rappelle Voilà. pas. Si, si. Donc, cet agent de la CIA qui ouvre une enquête sur un homme au Moyen-Orient qui se présente comme le Messie en Syrie et qui attire l'attention du monde entier. Voilà. Donc, c'est ça de manière un peu résumée, Messia. Qu'est-ce que vous avez pensé de la série? Déjà, il ne se présente pas comme le Messie. Non. C'est-à-dire, c'est là un peu le piège de toute la série. Jamais il n'admet ou il n'assume ou il avoue qu'il se présente comme le Messie. Là, quand il pose la question, est-ce que vous êtes le messager, il répond, je suis le message. Ce qui peut se comprendre de différentes façons selon que la signification du mot être un message. Donc, oui, mais justement, lui, il prêche. Il parle prêche, de mais religion, il prêche comme... Donc, on le voit forcément comme un prophète, un messie. Mais ça, c'est la faute de C'est celui vrai qui le qu'il le regarde. dit, C'est pas sa faute à lui. C'est sa faute de ceux qui le regardent. Il ne s'est pas donné ce nom. Il ne s'est pas on lui donné a son donné nom. ça. On lui a donné. Oui. Après, Ça, il c'est a vrai. fait ce qu'il a fait. Et c'est là où moi, je me suis un peu querellé avec beaucoup de membres, même de ma propre famille. Pourquoi regarder Messia? Pourquoi je regarde? Et certains vont me dire, oh, c'est du bocal, si tu le regardes. Oh, c'est péché. Oh, c'est haram. Pourquoi c'est péché? Moi, je dis, depuis quand, aujourd'hui, allez-vous refuser de regarder une série à cause du message qui, soi-disant, alors que, au passage, Lucifer est une des séries les plus suivies ici, et ça parle de Satan, Satan humanisé. Supernatural, ça parle de tout, de Dieu jusqu'à Satan aux anges, et c'est celle, et je ne parle même pas des autres séries sur les autres péchés. Donc pourquoi fuir le Messia? Parce que quoi, le terme, parce que les traits, ça parle tout de de suite, Dajjal. quelqu'un a parlé de Dajjal, ses ennemis dans la série l'appellent Dajjal, et donc par association, la plupart des gens c'est des gens qui n'ont pas suivi. On dit que la série c'est haram parce qu'on parle de Dajjal, ils savent pas qu'ils n'ont pas suivi la série. Et quand bien même ça parlerait de Et donc, Dajjal. et quand bien même ça parle de Dajjal. Moi je pars du principe que quand on est un jeune intellectuel, c'est pas parce qu'un danger est là qu'on ne doit pas s'informer sur le danger, si tant est qu'il y a un danger. Parce que c'est un peu fait preuve d'obscurantisme, hein, si je veux dire. C'est un peu fait preuve de limitation intellectuelle de se dire que non, j'ai pas regardé parce que j'ai peur de... En fait, si quelque part tu as peur de regarder parce que ça peut t'amener vers le bocal, c'est que quelque part tu as toujours voulu le faire. C'est comme celui qui va pas en boîte parce qu'il sait que ouais, y a de l'alcool là-bas, sinon il risque de boire. C'est parce qu'il a envie de boire en fait, donc il sait que son témoin est là-bas. Mais celui qui... J'aime pas ce qui... Non, mais si, en fait, quelque part, je veux dire que... Oui, mais par exemple, C'est simplifié, mais je veux dire que quand tu as des convictions, on peut te mettre de l'alcool là devant toi, tu ne le boiras jamais. Même oui, si on mais te par convainc. exemple, il y a également la notion de s'éloigner de la tentation. Oui, ne même pas côtoyer. Non, ça c'est la notion de base. Mais je veux dire que c'est pas parce qu'on s'éloigne de la tentation que la tentation s'éloigne. C'est pas parce que tu ne touches pas d'alcool, que tu n'en bois jamais, que tu n'as pas envie de boire. Et c'est ça le danger. Tous ceux qui croient ça, le jour où ils se retrouvent dans une situation, ils le font. C'est ça en fait. Et, donc on peut pas les... On peut pas. Ça c'est un autre débat. C'est ça, c'est un débat, mais je veux dire qu'on peut pas. On peut pas éloigner un objet ou donc en l'occurrence ici Messia. On peut pas ne pas regarder tout simplement parce qu'on a peur d'être fait du bocal. Ça veut dire que quelque part mentalement on y est quoi. Mais si on a des convictions, on se connaît, on sait sans quoi on croit. Jamais on va regarder cette série et faire de l'association. Mais et encore plus là dans ce sujet parce que c'est même si c'était une série sur le diable. Lucifer est là. Voilà, mais
Lucifer est là. Le but de la série ne te fait pas aimer le diable. Je sais C'est pas ça, comment mais- dire, c'est tellement une idée, c'est même pas... C'est- Parce que pour l'alcool encore, peut-être que c'est vrai que c'est mieux de s'éloigner de l'alcool. C'est si mieux, tu penses que évidemment. Peut-être tu vas boire Oui, parce que c'est un objet que tu peux consommer. Exactement. Voilà. Mais aujourd'hui, regardez une série qui parle un petit peu du diable, et encore, c'est même pas le sujet, c'est même pas le ça, sujet. mais ça va pas faire que tu vas aimer le Ça, diable c'est et ça. ne plus croire en Dieu. C'est impossible, ça, de... Et puis personne ne croit au diable, en vrai. Enfin, ne croit dans le sens... Personne ne vénère le diable. C'est très... on ne ça croit pas au n'existe diable, pas. mais on y croit. Sauf les sectes. Non, mais... Sectes aux États-Unis. Ah, oui. En fait, Mais ils sont 10 dans le monde. Tu vois ce que je veux on dire? a- Ils sont tellement Ouais. peu. C'est des gens qui ont des problèmes psychologiques. on ne croit pas, c'est-à-dire on ne le croit pas, mais on y croit. C'est-à-dire son existence. Et les gens disent qu'il y a un diable, il y a le diable dans le Satan, le Saham, tout ça. Chacun y croit selon son degré de croyance en Dieu. Donc, En fait, c'est deux pôles. Hein. Dans la tête de Plus certains, religieux, plus tu crois qu'il y a une opposition aux religions. dans la tête de certains, ils se disent que par exemple c'est Shaitan qui est derrière. Il veut appâter ça, il veut montrer de la merde. Oui, il mais veut Satan, rendre ça franchement, normal. Il veut Mais par exemple, normaliser ça. une série sur la drogue, par exemple Skins, Mhm. est beaucoup plus vicieuse pour moi Oui. que Messia. Oui. Parce que là, ça te parle des vices. Oui. Donc, c'est une Gossip Girl série était qui beaucoup parle plus vicieux. de la religion et du monde et de la foi et Ouais. d'être tous ensemble. Lucifer est C'est plus ça, vicieux. le sujet. Ouais. Si on va Supernatural est plus Oui, vicieux. Lucifer est Donc, 100 même fois pas plus les anges, ils vicieux. sont là, ils s'entretuent. Limite, on a envie d'être ami avec lui, Lucifer, dans Mais la oui, série. mais C'est un il- gars oui, cool. il est cool, Alors il que est c'est marrant. censé être le diable. Sexy. Oui, mais oui, attends. Enfin, forcément, pour attirer, faut être Mais sexy. oui, attends. Donc, Voilà, mais Non, mais justement, il est dans- pas aussi. Oui, il est grave beau. Il est trop beau. bien sûr. Mais, On a envie de tester. et c'est là, avant même donc de regarder la série Messia, donc il y a cette atmosphère-là qui fait une sorte d'appréhension. Après, donc la série commence, on regarde, et, effectivement, c'est peut-être l'acteur aussi qui est très bien, mais le gars en question, qui est celui que tout le monde pense être le Messie, il est très magnétique. Il a ce calme face à la tempête, il a ce calme Cette face au confiance. danger, qui de tout temps a servi d'aimant pour les personnes. Les gens sont toujours impressionnés par celui qui, dans un peu de panique, est capable de garder son calme. Celui qui, face à tes propres doutes, face à tes propres incertitudes, qui est capable de te parler. De te rassurer. Dans la famille, Dire souvent, les c'est le bons papa. mots. Quand on pleure, on a mal, c'est maman qui nous rassure. Donc, maman reste toujours là, cette image de roc, de pilier. Si dans la maman famille. panique, tout le monde panique. Voilà, si maman panique, tout le monde panique. Ouais. Donc, à une échelle beaucoup plus large, on le voit dans c'est comme ça que fonctionnent les sectes, hein, c'est comme ça que fonctionnent même les religions, il faut le dire, ou même certains groupes, certaines sociétés, entreprises et tout. La personne qui est capable d'attirer par sa présence Charisme, seule, son aura. charisme en fait, le terme c'est charisme, la personne charismatique est capable de faire gober tout et n'importe quoi aux gens sans même le faire exprès. Rien que parce qu'elle est là, rien que parce qu'il a une attitude, il a un comportement Il y a l'effet qui de fait masse. celui-là, oh là là, il doit savoir quelque Mais chose. lui, il a plus que ça. Il Lui, a quelque chose qu'on et peut pas pourtant, il cerner. n'a rien. Le problème, c'est que non seulement il a plus, mais il n'a rien. Parce que jusqu'au début, jusqu'à la fin, il n'y a rien qui l'ait fait qui justifie que les gens disent que tu vas sauver mon fils, tu vas sauver ma fille, tu vas sauver le chien, tu vas sauver. Ah, mais il a accompli des miracles aussi. Oui, Non, c'est là non. où c'est le spectateur, et donc surtout ceux qui sont face à lui dans la série. Oui, c'est il y a- là où c'est leur mental qui est engagé. Parce que face à la même situation, tu as ceux, donc la flic de CIA et même le gars du Mossad, eux ils sont sceptiques, ils sont comme ça. Même si peut-être le gars du Mossad, à un moment, Même elle. même elle aussi, mais Ouais. ils se disent Il leur non. dit des choses que personne en dehors d'elle ne savent. Mais- Donc mais- il se demande où est-ce qu'il a su ça. Mais ils se disent non, c'est pas possible. Et tout simplement parce que ces personnes-là ont des propres doutes par rapport à leur religion avant. La dame, elle n'arrive pas à avoir d'enfants, ça déstabilise. L'autre, il a commis une bévue à l'époque des années Mossad, ça déstabilise. Donc déjà, face à ce personnage-là, ici dans une posture de défi, qui n'a fait que se renforcer. Les autres qui, eux, par contre, ont peut-être eux aussi été perturbés, mais attendent un signe pour croire, attendent un événement pour croire. Dès qu'ils le voient, ils s'accrochent. Donc, c'est C'est une série sur le doute, en fait. c'est un événement, c'est quelqu'un Une qui série sur arrive le doute. au moment Et c'est la manière de où les croire. gens ont besoin de lui sans qu'il soit là pour donner une solution. Et il n'arrête pas de le dire. Chaque fois qu'il pose une question, il dit mais qu'est-ce que tu veux que je sois? Dis-moi ce que tu veux que je sois. Mais je ne suis pas grand-chose, je ne suis rien. Et pourtant, je suis là. Et il ne répète pas, il ne prêche pas, il n'y a pas une seule Si, fois où il a prêche, dit- il prêche. Non, Au ça départ, prêche. au début, prêche il a pour prêché. toutes les religions, Il a c'est ça prêché. qui Voilà. est un peu aussi. Il ne se demande on sait d'aucune pas religion. S'il est musulman, s'il Il est dit chrétien, qu'il pour marche moi, il est avec tous les musulman. hommes.
Mais Cher marche les gens, avec tous les ça, gens. il y a beaucoup de gourous qui le font. Lorsqu'il a parlé de la religion musulmane, tu vois, lorsqu'il y a beaucoup de musulmans qui ne veulent pas regarder la série parce qu'ils disent que ça parle de Dajjal, c'est que parce qu'en fait, dans la religion musulmane, on a dit qu'avant la fin des temps, il y aura le Dajjal, le Masih Dajjal qui va venir, et ensuite il y a Jésus aussi qui va venir, tu vois. Bon, ça encore dans la religion musulmane qui va venir. Donc là, il y a également on a dit qu'il y aura un gars qui s'appelle le Mahdi qui va venir. Exactement. Donc là, lorsqu'on est musulman, lorsqu'on regarde la série, on se dit par exemple, il ne peut pas être Mahdi. Parce que d'après les textes et d'après les hadiths, ça colle pas. Les deux profils ne collent pas. Maintenant, pour Dajjal, ça colle. Parce que justement, Dajjal, en fait, c'est quelqu'un qui est doté d'une telle puissance qui peut faire pleuvoir, tu vois, qui peut tuer une personne et le ressusciter. Voilà, qui est doté d'une grande force. Donc forcément, dans la tête de beaucoup de musulmans, ils se disent que donc ça, lui, doit être le Dajjal, parce que justement, Dajjal doit venir avant ça. Mais avant donc ça veut Jésus. dire que ce serait juste, on a le droit de faire un film sur ça. Mais justement là, la série ne se concentre pas sur la religion musulmane. Même les chrétiens, ils voient par exemple, également, je pense que dans la religion chrétienne, il y a... L'antéchrist ou des trucs comme Non, ça. c'est l'antéchrist dans la religion chrétienne. Exact. Il y a Jésus qui doit revenir dans la fin des temps. Voilà, Donc donc là, également, il le revendique. C'est l'antipote, c'est Exactement. Donc le gars, il vient, il dit que par exemple, je marche avec tous les hommes, il ne se revendique d'aucune religion. Donc là, ça attire. Tout le monde se demande une question, tout le monde envoie son sauveur. Donc ça, en fait, il ratisse plus large en quelque sorte. Au début, on voit le gars, il est en Syrie, en train de prêcher. Il y a une tempête de sable. Tu vois, pendant 10 jours, il ira à prêcher. Continue à prêcher parce que franchement, boire ni manger. justement, on se demande le gars. Forcément, on dit que par exemple, il est l'auteur de cette tempête de sable là, puisque ça a chassé Daesh. Tu vois un peu. Donc forcément, quand tu fais ça, il y a les followers qui viennent. Voilà, pas des followers sur le net, mais des followers in real life. Tu vois, des gens qui te suivent et tout. Et qu'est-ce qu'il décide de faire? Il les amène à la Terre Sainte, Jérusalem. Et bien sûr, comme on est en Europe et que c'est départagé par les Européens et tout, donc il ne peut pas franchir la barrière israélienne. Il a essayé, donc il s'est retrouvé en prison. Et là, le gars, il y a l'agent israélien là, qui vient lui poser questionner si tu es censé être le Messie ou le messager de Dieu, pourquoi tu es en prison là actuellement. Et là, il lui répond simplement et clairement que genre, si je suis ici, c'est parce que mon Dieu me veut ici et que c'est là que je sers ses besoins et voilà son dessein. Voilà, donc moi je trouve que c'est assez intéressant. En fait, je trouve que c'est une série sur le doute, voilà, sur le besoin de foi, besoin de croyance des gens. Ils ont besoin de se rattacher à quelque chose qui puisse les permettre d'aller mieux, qui puisse les permettre de se chercher et de pouvoir, voilà, voir le purpose of life, tu vois, la raison pour laquelle ils sont là, la raison pour laquelle ils doivent avancer, qu'ils puissent les guider, les inspirer. Voilà, moi je trouve que c'est une série plutôt intéressante. Voilà, Non, ça c'est sûr, elle est intéressante. Moi, j'ai toujours une posture face à la religion en général où je me dis la religion n'est pas faite pour les animaux, elle est faite pour des personnes qui réfléchissent. Donc, quel que soit le degré de foi, elle ne doit pas empêcher d'avoir un libre arbitre et donc de se poser des questions quand on doit se poser des questions. Sinon, on l'applique de manière aveugle et je ne pense pas que ce soit le but. Quel que soit aussi, se poser des questions ne peut pas forcément dire qu'on est en train de douter, mettre en de question. sortir de la religion. Mais je dis que la remise en question, le doute, Descartes en parlait dans son livre, le doute, c'est humain. Il faut que des fois, qu'on passe par ces périodes pour se dire, mais oui, non. C'est pour ça qu'à un moment, on se dit, par rapport à certaines dispositions religieuses, on prend nos distances, carrément, il faut le dire, de manière tout à fait humaine. Que ce soit lapider, si jamais il y a l'adultère, des trucs, couper la main du voleur. Moi, j'ai des trucs comme ça, humainement, c'est quelque chose que je ne peux pas faire. Même si la personne a volé mon argent, je ne peux pas. Et pourtant, voilà, la religion dit qu'il faut le faire. Donc certains vont l'appliquer en se reposant aveuglément sur ça. D'autres vont se dire, non, mais ok, il a volé, mais je préfère l'amener en prison, je ne veux pas couper son bras. Parce que je trouve que le remède est pire que le mal à ce moment-là. C'est une conviction personnelle issue d'un questionnement sur un aspect de la religion. Le Dajjal dans la série, effectivement, il commet des actes. On se dit, oui, ok, là il a sauvé un enfant, là il se trouve aux États-Unis en l'espace d'une nuit. Et après on donne une explication, on dit, oui, c'est tout à fait possible par quête de voyager, et pourquoi pas. Bon, on se dit, mais quand même il l'a fait. Pourquoi il l'a fait? Et la série nourrit cette ambiguïté. Oui, on ne sait pas encore si c'est même un nous, escroc ou si c'est le vrai là, Messie. On ne sait pas. Et je pense qu'ils ne vont pas le dire. Et c'est là où on se dit, effectivement, si j'étais peut-être face à lui dans la série, j'aurais peut-être moi aussi été fortement tenté de me dire, peut-être pas, parce qu'il peut-être qu'il représente une réponse, peut-être qu'il représente quelque chose.
qui va, moi, m'aider à renforcer ma foi. En même temps, je peux me dire peut-être qu'il y a besoin de quelque chose de différent, parce que ma foi ne m'a rien apporté. Il y a des personnes qui vivent des situations où vraiment ils se disent que franchement, moi je suis musulman, je suis chrétien, mais il n'y a rien qui marche dans ma vie. Donc ça ne marche pas pour moi cette histoire-là. Mais j'ai rien d'autre, donc je m'y accroche. Dès qu'ils ont l'occasion de croire en autre chose, ils le font. Et c'est comme ça qu'ils tombent dans les sectes, qu'ils tombent dans secte de Kourou, secte du 7e jour. C'est comme ça que ça commence. Et le Dajjal, donc, il émane autour de lui. Ceux qui veulent. Il ne faut pas dire le Dajjal. Masih, de son prénom d'ailleurs, son nom est prononcé dans la série. J'ai oublié. Il émane autour de lui aussi bien ceux qui ont la foi en fond d'eux et qui veulent juste trouver le carburant pour redémarrer. Ceux dont la voiture est en panne carrément au niveau de la foi et eux qui veulent changer carrément de véhicule. Et ceux qui au départ n'ont plus de véhicule du tout. Quoi. Ça fait longtemps qu'ils marchent dans le désert et qui, voilà, pour eux, tout est sombre, tout est noir. Donc, il y a le père de l'agent de la CIA, la fille. Son père qui n'a jamais cru, mais à la fin, il se rend compte. Mais elle-même, mais il y a quelque chose qui se produit. Voilà, même elle-même, sa fille aussi, l'agent de la CIA, qui elle est dans le noir depuis. Voilà. C'est là où c'est très intéressant et ça fait poser des questions. Le temps de la regarder, c'est bon, quoi. Et effectivement, si vous ressortez de ça et que ça vous renforce, après vous avez envie d'aller vous replonger dans vos livres, mais allez, tant mieux, quoi. Vous savez que ce sont pas vos courage. Je pense pas que ça soit le genre de série qui puisse te faire douter de ta religion. Mais si, il y en a. Non, je pense pas. En fait, c'est pas spirituel. C'est pas forcément. C'est une série d'espionnage. C'est spirituel, si. Non, je trouve pas. Non, il y a. Si. Après, on va parler de The New Pop, qui est pour moi une série vraiment spirituelle, mais là, pas. Mais c'est spirituel dans le sens où tu as des actes considérés spirituels. Le miracle est avant tout un acte spirituel. Oui, mais là, le miracle, par contre, oui, on mais ne peut pas y croire parce que nous, on l'a pas vu et c'est de la fiction, donc ça marche pas. Voilà. Mais ce qui marche dans le réel, c'est que, moi, personnellement, en tout cas, après, chacun personne, parce que la foi, c'est quelque chose de personnel. Donc, je pense que le fait que ça parle de religion, juste, que ça questionne justement, on sait pas ce qu'il est musulman, on sait pas ce qu'il est chrétien, mais au final, tout le monde croit en Dieu. S'il y a Dieu, il y en a un seul. Donc, que ce soit les chrétiens ou les musulmans, on croit tous en Dieu. Quoi, ouais. On croit tous en Dieu et ça parle de ça. Ça parle ni spécialement des musulmans, ni spécialement des chrétiens. Et on est avec lui. C'est lui le personnage principal. Et c'est quelqu'un qui croit en Dieu, évidemment. Puisqu'il ne parle que de ça. Il vient de donner un message. Il est tout le temps à l'endroit où Dieu a dit qu'il doit être. Voilà. Il cite tout. Il cite les bonnes choses qui sont dedans, toutes les choses qui rapprochent, tout ce qui est question d'armes, de tuer, tout ça, à chaque fois, il est anti, c'est quelqu'un qui est pacifiste, qui veut conquérir les gens avec de la paix, avec que des messages d'amour, de paix, d'être ensemble, tout ça, et je pense que c'est là que ça parle aux gens. Du fait que, malgré toutes les guerres, que ce soit de religion, surtout parce que ça part quand même, le noyau et le départ, tout c'est Moyen-Orient. Moyen-Orient où, à Jérusalem, on se bat entre 3 religions depuis tout temps en fait, depuis que les religions sont arrivées, enfin les religions monothéistes du moins. Donc voilà, et ça c'est vrai, ça c'est quelque chose qui se passe vraiment en ce moment et que tout le monde s'en fout d'ailleurs. Voilà, c'est le bazar là-bas, les chrétiens, les juifs, les gens qui habitaient chez eux et ils se font assiéger de l'intérieur. Et je pense que c'est ça en fait, c'est le fait qu'on parle de ça, qu'on est tous ensemble, que ce soit les musulmans qui sont dans le désert en train de crever à la frontière israélienne, ou que ce soit les gens qui sont dans leur ouragan, qui ont plus rien du tout dans leur petite église à moitié mormon, à moitié je sais pas quoi. Ils sont tous les deux dans la même merde en gros. Et on est en train de se disputer pour rien, que ce soit des histoires d'assurance de l'autre qui voulait brûler son église, que ce soit les autres qui disaient non, on va aller avec nos frères musulmans. Il y a une universalité. Voilà, c'est universel et voilà, je pense que c'est là que l'amour et le bien-être envers autrui et être généreux, et c'est de ça que ça parle. Et que ça, ce soit les chrétiens, les juifs, les musulmans, les bouddhistes, les athées, les gens qui ne croient pas en Dieu, tout le monde sait qu'il faut être bon envers l'autre. Et on le dit dans toutes les religions, mais presque personne ne le respecte. Que ce soit les religieux ou les non-religieux, tout le monde est concentré sur lui-même, et lui c'est ça qu'il vient dire, c'est ça qu'ils disent dans le FBI, ils disent oui, il vient mettre le chaos et tout, mais oui, il vient vous poser des questions sur votre société individualiste, égoïste, qui s'occupe pas de trucs, et je pense que c'est là que c'est positif, que ça parle des bonnes choses, que ça parle de la religion, mais en général de la foi en plein de choses, quoi, en l'humain, en plein de choses, et
Moi, je pense que c'est là que c'est intéressant et qu'il faut pas justement rentrer dans la bêtise de ce qu'il critique justement de non c'est truc, non c'est machin, non ça parle des musulmans, c'est le diable. Sans l'avoir vu quoi. Moi c'est ça que je. Et après comment on parle du diable dans l'histoire, on parle pas du diable ni de mauvaises choses. Et ce qui est drôle, c'est que dans la série, il y a une autre communauté en Syrie ou en Cisjordanie, des musulmans qui sont contre le Messie. Oui. Voilà, qui veulent l'exposer. Parce qu'il a démarré je pense que c'est le Dajjal, justement. Il démarre quand même dans le premier épisode, on croit à 100% qu'il est musulman. Parce qu'il parle d'Allah, il cite les versets. Et donc... Pourtant, je me dis que c'est juste qu'il dit Dieu en arabe, c'est ça qui fait c'est ça, oui, mais c'est comme ça qu'on le dit. Mais je dis que en fait, c'est le Coran, mais même ce qu'il cite, s'il le dit en français ou s'il le dit en anglais, quelqu'un va prendre et dire ah mais c'est la Bible dont il parle. Oui, mais il le cite en arabe parce que aussi le Coran. Il parle à des musulmans. Non, c'est ce que je dis. En fait, c'est que ce qu'il cite en arabe et que donc pour nous le Coran, peut-être c'est même celui dans le Coran, le chrétien à côté, peut l'entendre. Il se dit, ah mais ce qu'il vient de dire là en arabe, là, ça pourrait être dans le Coran. Ça est dans ma Bible à moi, c'est que chapitre quelque chose. Ça ressemble à un de nos versets dans tel chapitre. Et tout celui qui est avec sa Torah va dire, ouais, ça ressemble beaucoup à un autre de nos versets dans l'Ancien Testament. Donc le message en question, c'est pour ça qu'il dit que je suis un message en fait, le message il est universel. Comme il a dit, et c'est malheureux qu'il y ait toujours des moments de doute, des moments de douleur pour que les gens se rappellent qu'ils font un. Mais sinon, on a plus de liens communs avec le mormon, l'israélien, le juif, qu'on veut le croire, ou qu'on veut l'admettre. Mais voilà, si chacun veut se camper dans ce qu'il croit savoir et ce qu'il soit maîtrisé, on s'en sort pas. Et c'est là où effectivement il dit, mais cassez-moi ça, quoi, c'est rien, quoi. Après, quand il y a une gêne, de pas regarder, ça, je trouve que c'est idiot. Mais quand il y a une gêne, par contre, je trouve que c'est normal si tu es touché dans ta foi ou qu'il y a quelque chose qui te dérange de ne pas regarder. Quand tu n'aimes pas, tu ne regardes pas. De Young Pop, je sais que moi, le premier épisode, j'ai eu du mal à aller jusqu'au bout. Alors que je ne suis pas chrétienne, et moi je suis très 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 sensible au blasphème. Alors que je suis très humour noir, j'ai pas de soucis avec l'humour ou quoi. Mais des fois, il y a des choses qui... Il y a des secrets. Ouais. Ça dépend sur quoi, hein, ça peut être... Ça dépend pour qui aussi. Mais je suis très 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 sensible à ça. Je sais que par exemple au début de Young Pop, j'étais un peu genre... D'ailleurs, ça fait l'occasion de faire une transition. On va quitter Messia pour parler de The Young Pop. Suivez-le, regardez. Oui, non, Messia, c'est vraiment... Regardez-le. On le conseille. Moi, j'ai pas encore trouvé le moment de dire à mon père, va le regarder. Parce que quoi, voilà. Moi, je ne vais jamais regarder. Mais je pense que ce serait bien que les parents le regardent et qu'ils nous disent leur avis, eux. D'accord, s'ils n'aiment pas les séries, moi je peux comprendre. Quelqu'un qui me dit, j'aime pas les séries, je dis, ok, va pas regarder. Mais tu aimes les séries, mais tu dis, j'ai pas regardé parce que là, moi je dis non. Faut regarder. À partir du moment où t'es gêné, si c'est trop pour toi, tu arrêtes. Tu as le droit d'arrêter. Voilà. Et justement, je pense que la plupart seront surpris parce que c'est une série d'espionnage. Pas si policière que ça, et même moi, pas je l'ai en français, je sais que c'est l'espionnage parce qu'on quitte. Je vais proposer à mon père de regarder. Israël. Regarder, dis-moi ce que tu en penses. Tu j'ai téléchargé, mais jusque pour le. J'ai pas encore pu insérer ça en discussion, quoi. Bah, écoute, il y a une série qui fait buzz là, je sais pas. Toi, en plus, t'es religieux et tout. Dis-moi ce que tu en penses en tant qu'intellectuel. Est-ce que tu trouves qu'il y a vraiment matière à se poser des questions? Et là, ça peut être intéressant aussi. Ça peut être très intéressant. Souvent, ils ont plus de recul sur la religion que nous autres, les jeunes qui se débattons avec en pensant être des grands croyants. Les vieux, ils ont plus de recul que sur la chose. Ils disent carrément, mon gars, c'est juste une série, ça. Ça ne débranlera pas ma foi, mais en rien du tout, quoi. Voilà. Alors, on va quitter Messia pour parler de The Young Pop, ou plutôt The New Pop, voilà, qui est la saison 2 de la série The Young Pop. Série de Paolo Sorrentino qui était sortie en 2006, fin 2006, novembre, quelque chose comme ça. Voilà, donc on a la deuxième saison, The New Pop, qui est sortie en janvier, qui a débuté en janvier et qui se déroule actuellement. Je pense qu'ils en sont à l'épisode 4. Ça passe sur Canal et HBO. Voilà, donc The Young Pop, on le rappelle, qui était sorti en 2016. C'est l'histoire de Lenny Belardo, un jeune prêtre de 45 ou 47 ans, voilà, qui s'était retrouvé à la tête de l'église chrétienne de Rome. Après les manigances du cardinal Voyello, qui voyait en lui un pape très malléable, tu vois, puisqu'il était plutôt calme, plutôt timide, d'apparence. Voilà, il s'est révélé que Lenny Belardo était plutôt déterminé, engagé et un peu même extrémiste. Voilà, faut le dire. C'est ça le mot. Conservateur, quoi. Oui, conservateur, si on veut. Un peu même conservateur. Ouais. Et voilà. Et qui avait même pour mission, qui avait le désir de chambouler l'église. Voilà, de le changer totalement. Donc la série s'est conclue
avec Lenny Berardo qui tombe sous les ponts, voilà, qui perd les consciences et tout. Donc la saison 2, Zenupop, on se rend compte que Lenny Berardo est dans le coma. Voilà, donc on est en train de lui chercher un successeur. Ok. Voilà. Ça conclut surtout sur un discours extraordinaire. C'est un discours où il le fait à la fin de la saison 1, où en fait, à un moment, on l'écoute parce que c'est un discours universel. C'était un beau discours. Jamais dit c'est le discours à la Pape François, quoi. Mhm. Le Pape François, il fait un discours qui traverse toute la communauté, que ce soit chrétienne ou musulmane. Moi, personnellement, mon père, il n'arrête pas de partager des propos du Pape François parce qu'il parle de tout. Il parle de la famille, il parle de trucs qui sont transversaux. Donc, quelque part, sur ce point-là, à la fin, donc, le discours-là, effectivement, il fait un discours où il parle, et à un moment, il regarde, il s'adresse aux gens. Où est l'amour, où est la paix, et voilà. Donc, moi, je pensais qu'il n'y aurait pas de suite. Non, Moi, j'étais sûr qu'il n'y aurait pas de suite. Et voilà, donc là... Mais il avait annoncé en 2017, je pense. Donc dans la saison 2, il y a l'autre personnage qui débarque, interprété par un nouveau pape, interprété par John Malkovich. Okay. Voilà, donc il y a tout. Le très rare, très précieux John Malkovich. Il y a tout de son grandiloquence, sa présence, sa personnalité, voilà. Sa gueule surtout. Et oui, sa gueule, mais personnalité surtout. Sa présence et sa fragilité. Un peu morceau de porcelaine. Il a joué dans Billions, il était dans Billions aussi. Malkovich? Ouais. Où est-ce que je l'ai adoré? Il Moi, est- je sais plus. Moi, c'est là où Clint Eastwood est président et là où Clint Eastwood est garde du corps. Là où Clint Eastwood est garde du corps et c'est lui qui veut tuer le président. Clint Eastwood, c'est un vieux agent de service secret qui protège le président et là, c'est celui qui avait tiré sur le président, celui qui revient. C'est John Malkovich qui joue le rôle du méchant. Il se déguise. Ça me dit rien. Ça, c'est... Par ça, évidemment, il y a dans la peau de John Malkovich, il a fait des seconds rôles. Il est bien. Il est trop rare, comme je dis, il est trop rare. Je trouve aussi. Il est trop rare au cinéma. Moi, j'ai même pensé qu'il avait arrêté sa carrière, hein, comme Gene Hackman. Je pensais qu'il avait Mais arrêté. il vit, peut-être. Oui, non, Il choisit minutieusement. Il travaille quand il faut. C'est ça. Comme Daniel Day-Lewis, hein, il nous a un peu... On revient sur Zenupop et Zenupop. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi, c'est bof, hein. Franchement, c'est pas... Vas-y, développe Céline. Elle m'a pas... Ça veut dire quoi, bof? Bof, c'est que la série, la saison 1 ne m'a pas déjà plus marqué que ça. Et dans la saison 2, franchement... Pourquoi? Parce que, voilà, le thème... Je ne voyais pas de fil conducteur à l'histoire. Il y a Jude Law en pape. Puis voilà. Et qui est génial. Qui est bien en pape, mais voilà. Après, il y a des jeux de pouvoir au sein de la papauté. Mais voilà, pour moi, c'était pas vraiment quelque chose de... Franchement, j'avais carrément oublié. Pour moi, c'était fini. Donc quand j'ai entendu la suite, je me dis, bah bon, ok. Voilà. Pour moi, c'est pas quelque chose qui... elle ne m'a jamais rien espéré de particulier. D'accord, femme. Mais moi, j'avais adoré la première saison. J'étais un peu, comme je disais tout à l'heure, mi-horrifiée, mi-j'aime bien. Donc, j'ai regardé jusqu'au bout. Je trouvais que c'était un petit peu... J'aimais pas trop le rythme. Les 3 premiers épisodes, je les trouvais un peu... J'avais envie de m'endormir. Voilà. Sauf l'exposition, la scène d'exposition, les 15 premières minutes, elles sont incroyables. Mais après, tout le reste, quand j'ai commencé à accrocher... je sais pas, il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans la réalisation. Je trouve que c'est très 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 cinématique, très posé, ça ressemble à un film d'auteur. Chaque épisode, les décors les décors du Vatican sont hyper bien faits. Il y a des images, les costumes. Et puis tous les acteurs, un petit peu, pas forcément Jude Law, juste lui, hein, mais les acteurs autour qui l'accompagnent sont tous, ils sont tous super bien, super réalistes, on y croit, même les prêtres, les cardinaux, tout ça là. Et puis, ce que j'aime bien, c'est que moi je connais pas trop les rouages, comment ça marche, hein, le Vatican, je ne suis jamais intéressé. Donc j'aimais bien voir un petit peu de l'intérieur, comment ça se passe, les grandes salles. J'ai jamais fait attention en fait, même les histoires de fumée noire, fumée blanche. Je savais comme ça, mais je savais pas ce qui se passait vraiment dedans, qui sont tous enfermés avec leurs robes rouges et tout ça. Donc j'aimais bien cette idée-là. Le conclave, je savais qu'il y a une fumée qui sort, mais je savais plus c'était quelle couleur, ni qu'est-ce qui se passe vraiment. Et là on voit un petit peu les coulisses, quoi. C'est intéressant quand même. C'est très politique. Hein. C'est très politique. Oui, j'imagine. On le sent aussi dans la série un petit peu. Et puis après, voilà, tout le fait que ça soit un pape complètement extraordinaire.
qui est moderne un petit peu, qui est très juste, qui est conservateur, mais bon on peut pas s'imaginer aussi un pape trop. Pape François est moins conservateur que d'autres, il est Ouais, cool, oui, quand non, même. il est très. Il parle beaucoup de sujets tabous, de oui. sujets modernes, qui parlent Ouais. aux jeunes de la sexualité, de la contraception, de tout ça. Et moi j'ai bien aimé. C'est que c'était un peu un ovni pour moi. Je savais pas très bien, comme il disait, quel est le fil conducteur, de quelle est l'histoire. Jusqu'à maintenant, je saurais pas dire c'est quoi l'histoire. Ça parle du pape, de la papauté, de l'église. Ouais. Surtout, ça parle de et, la foi. De la foi et Mhm. de comment ça marche en fait à l'intérieur, que c'est justement comme un état très politique, comme si le pape était le président et que voilà, il y a tout le monde qui... Donc voilà, c'est plus comme un royaume. Exactement. Parce que c'est un roi qu'on choisit et qui a tous les droits. C'est ça. Donc ouais, non, j'avais vraiment bien aimé et j'ai pas encore regardé la suite, mais je vais la regarder. C'est sûr, surtout avec John Malkovich comme C'est personnage sûr, c'est sûr. Il est principal génial. là, ouais. Je vais la Alors regarder. moi, tout comme toi, j'ai adoré la série. Franchement, The Impop, j'ai adoré. Moi, je pense que ceux qui ne connaissent pas bien Paolo Sorrentino, c'est lui qui avait fait La Grande Bellezza. Ça avait gagné l'Oscar du meilleur Ah ouais, non, film j'avais l'impression étranger. que c'était Ça avait plus même vieux. gagné les Césars. Non, il n'est pas vieux. C'était plus vieux. Il n'est pas Ok. vieux. Il est bien, il réalise bien. Donc, j'ai adoré la série. Franchement, moi, je trouve que la série est innovante de bien des manières, par sa réalisation, bien sûr, parce qu'il y a son style, sa manière de filmer. En fait, ce qui est bien avec Sorrentino, c'est que tu vois une image, tu sais que c'est Sorrentino. Moi, par exemple, je vois une image, je vois le cadrage, je sais que c'est Sorrentino. Il y a cette manière de filmer, l'esthétique, les décors, l'image, le cadrage, bref, la photographie, exceptionnelle. Moi, j'adore. Également, dans son propos, cette manière de questionner la foi, cette manière de questionner les papes, tu vois, les cardinaux et tout, le rapport entre eux, le rapport avec les autres personnes, mais également le rapport avec Dieu. Ça le questionne, ça pose des questions. Ça montre que c'est pas un pape seulement qu'il a toutes les réponses. C'est pas parce que c'est un pape que forcément il n'a pas des doutes. On montre que les papes ont des doutes également. Que voilà, il se pose des questions que nous tous nous posons, qu'ils sont un peu perdus par moment, qu'ils ne parviennent pas à communiquer avec Dieu. Tu vois, et qu'ils cherchent ça, et que souvent, lorsqu'ils acceptent d'être pape, ou lorsqu'ils cherchent à être pape, c'est pas forcément parce qu'ils sont meilleurs que les autres, mais également c'est parce qu'ils se posent des questions. Ils veulent se rapprocher de Dieu pour mieux être à l'écoute de Dieu, pour mieux savoir ce que Dieu attend d'eux. Ouais. Voilà. Par exemple, ils sont là pour servir la grande communauté chrétienne, tu vois, de par le monde et tout. Donc, ils mettent de leur personne pour les besoins. Par exemple, ils mettent de leur personne pour aider les autres, pour se consacrer aux autres. Tu vois, ils donnent de leur personne, voilà, pour se consacrer à Dieu. Mais également, ils cherchent à savoir de Dieu ce qu'il attend d'eux. Donc, ils se mettent dans la meilleure des positions pour pouvoir servir Dieu. En se Donc, disant qu'en étant pape, peut-être qu'ils merci. recevront plus de messages. Ils recevront plus de messages. Ils espèrent quelque chose de plus. Parce qu'ils ont, pour la plupart, ils ont passé leur vie à, voilà, avec Prier, nous, on en a tous, voilà, on a tous nos lots de douleur, de tristesse et autres. Voilà, donc, comme tous en un, ils ont le traumatisme et autres. Donc, ils cherchent toujours quelque chose de Dieu. Par exemple, ils savent que c'est Dieu qui a la réponse. Donc, ils se consacrent à lui. Il y a cette dévotion, il y a d'autres prêtres à côté. Par exemple, moi, ce que j'ai bien aimé dans la série, c'est qu'on nous montre plusieurs facettes des papes. On ne montre pas seulement Lenny Belardo, on montre également le cardinal Voilo, tu vois, qui est un peu le gars qui se salit les mains voilà, pour l'église, voilà, qui fait des trucs, qui pêche et tout. Ça parle de notion de l'être humain en tant que pécheur, tu vois, qui ne peut pas s'empêcher de commettre des péchés pour ensuite s'excuser, pour ensuite se racheter, pour ensuite chercher à se rapprocher de son Seigneur. Moi, je trouve que c'est une très belle série qui parle de foi. Voilà, c'est pour cela, tout à l'heure, lorsque je parlais de Messia, n'est pas une série spirituelle. Ah oui, c'est pas sur la foi. Exactement, c'est pas sur la foi. Ça ne questionne pas la foi. Ça ne questionne pas nous, en tant qu'être humain, notre rapport avec Dieu, notre rapport avec les gens qui nous entourent. Et également, ça se pose plein de questions. Ça n'a pas toujours les réponses, mais par exemple, ça nous donne, par exemple, la foi, l'entraide, l'amour surtout. Voilà, donc il y a cette manière de filmer les noms, cette manière de filmer la photographie, les lumières, la couleur. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse, qui me touche profondément. Lorsqu'il parle, par exemple, je suis de confession musulmane, tu vois, donc la religion chrétienne. Je comprends beaucoup de choses dans la religion chrétienne, mais je ne suis pas chrétien. Donc, il y a des choses qui ne me parlent pas. Mais par exemple, il y a cette force, par exemple, lorsqu'il parle de foi. Moi, ça me ramène à ma foi musulmane. Ça me ramène avec mon rapport avec Dieu et tout cela. En tant que musulman, ça me questionne. Lorsqu'il parle de Lenny Belardo, sa difficulté à
se connecter avec Dieu, sa difficulté lorsqu'il a des doutes des fois et tout cela. Moi, j'adore. Franchement, ça me touche, ça me parle. Et dans la saison 2, ça continue dans la même lancée. Il y a Lenny Belardo qui est dans le comment, tu vois, mais il y a les autres personnages qui gravitent toujours là. Ils sont toujours là. Il y a Ludwig Sagna qui est génial. Je l'adore. Voilà. En fait, il y a également ce côté un peu comment dire, provocateur, voilà, qui peut offusquer, je suis sûr, certains chrétiens. Ah oui, c'est non, sûr. c'est sûr. C'est sûr, ça va les offusquer, ça va... Mais si tu passes le premier épisode de la saison 1, c'est bon. Dans la saison 2, il y a même il y a la générique qui est un peu blasphématoire. On voit des nonnes en train de danser. En fait, c'est pas des nonnes, ce sont les filles qui... Non mais quand je l'ai suivi, j'étais choqué. En fait, c'est celles qui sont en formation et qui vont devenir des nonnes plus tard, qui sont dans le couvent. Dans la générique, avec leur petite tenue, hein, elles sont là à danser derrière la croix. Non mais c'est... Mais non, s'il y a une croix, c'est pas... Il y a une croix derrière. Non mais c'est très provocateur. Danser, c'est pas provocateur. C'est pas blasphématoire. Oui, c'est pas Tu blasphématoire. vois, par exemple, moi, ça, je considère pas ça comme du blasphème. Oui, mais c'est quand même choquant. En fait, il y a la croix derrière. Là, j'aurais dit là, c'est du Non, blasphème. non, c'est pas tu tout vois, nu. mais tant qu'elles sont habillées, bon. Ah non, oui, mais il peut choquer, par exemple, si quelqu'un est de confession chrétienne, il peut dire que, par exemple, là, c'est... Un mormon, il pourrait pas... Voilà, ça va être choquant, c'est ça aussi. Il est totalement dans la provocation. Mais en même temps aussi, Paul Sanchino, c'est un croyant. Tu vois, on sait qu'il Les croit en Dieu. Italiens, de toute façon. Merci. Donc, qui mieux que lui pouvait pas faire une série? Moi, je me dis, en fait, heureusement que c'est un Italien. Exactement. Personne ne pouvait faire Zayn Pop autre que Paul Sanchino. Magnifique, c'est magnifique. Non, ouais, moi, j'adore cette série. Ça m'a donné envie. Et le truc, c'est qu'il n'y a aucune série que je connaisse devant laquelle je souris autant que devant Zayn Pop. Ah ouais? Ouais, c'est un truc de dingue. Je reste là, ça. je souris tout le temps. Pendant 50 minutes, je souris les 30 minutes. Ah ouais? Magnifique. Je suis obnubilé. Je suis séduit. Ok. Franchement, je suis séduit. Moi, j'adore Sorrentino. Voilà, moi, en fait, je veux qu'il me prenne. Comment il fait? Je veux qu'il me prenne. Franchement, j'adore. On essaiera de l'interviewer. On essaiera. Aller en France ou même en Italie, aller chez lui poser des questions. On parle pas italien, mais quand même, on va essayer. On trouvera un Sénégalais. Ça, c'est sûr. De traduire. C'est sûr. Exactement. Ça va être cool. Donc, une série que je recommande vraiment, qui passe sur Canal. Ouais. Je pense qu'ils en sont à l'épisode 4. C'est compliqué Chaque sur dimanche, Canal, nuit. ouais, faut le voir, quoi. Ouais, c'est ça. Mais quand même, après, c'est sur le net. Ouais. Après, c'est sur le net. Vous pouvez le rattraper. Je pense d'ici la fin du mois de février, il y aura tous les épisodes, je pense. Okay. Voilà. D'habitude, il n'y en a pas beaucoup. On regardera ça. D'habitude, il n'y en a pas beaucoup. Alors, nous voilà, enfin, on a fait le tour. Pour conclure, je vais vous demander une recommandation, une petite recommandation, une série. Une série, hein? Oui, une série. Puisqu'on a parlé de série. Je commence. Tu commences C'est toujours par pire moi. que vous choisissiez mon idée. Non, moi, la dernière série que j'ai avalée, ah non, mais j'en ai regardé beaucoup hein, depuis ce début d'année. Mais celle que vraiment j'ai retenue et que je conseille, c'est Si, ouais. Ça m'a vraiment. Je sais pas pourquoi. Sur Apple TV, n'est-ce pas? C'est une série d'Apple TV. Voilà. Je sais pas pourquoi, je croyais vraiment que j'allais pas aimer Jason Momoa. Bon, je l'aime bien, mais je me dis. Et le pitch m'attirait pas vraiment, mais vraiment, elle est géniale quoi. Bon, après, moi j'adore les dystopies comme ça, une longue dystopie, mais super. Franchement, super. Super. C'est Lina. Pareil, c'est aussi. Ouais, si vous êtes fan, si vous avez été fan de Into the Badlands, et vous aimerez bien la série. C'est vraiment une dystopie. Mais la dystopie plus monde futur aveugle. Et il y a Jason Momoa, il y a ça saigne, ça coupe. Voilà. C'est très sympathique. C'est très sympa. Ouais. D'accord, donc moi je vais pas aller loin, je reste en Italie. Voilà, pour cette recommandation, oui, une série italienne. Ça s'appelle Il Miracolo. Ah non. Ouais, c'est une série italienne, mais en coproduction avec la France. Ok. Voilà, donc c'est sorti en fin 2018, mais moi je l'ai vu en 2019. Voilà, donc c'est une série également sur la foi, carrément. Il y a, en fait, le pitch c'est, il y a une petite statuette d'une vierge qui pleure du sang humain. 9 litres de sang humain par heure. Par heure? Par heure, et ça s'arrête pas. Une petite statuette. D'accord. Tu parles, ça c'est un véritable miracle, carrément. Et franchement, ça va bouleverser les gens tout autour parce que lorsqu'on va voir ça, on va alerter le ministre de l'Intérieur qui va venir voir ça, lever la statuette, essayer de trouver des explications scientifiques, mais rien. Il n'y en a pas. Donc ça va bouleverser les gens autour de lui, en dehors du ministre de l'Intérieur. Il y a également un prêtre, au Dieu, voilà,
Odieux, c'est le seul mot que je trouve. Voilà, mais c'est intéressant, c'est bien fait. Il n'y a que 8 épisodes, hein, je pense. Il n'y a que 8 épisodes. El Miraculo. Il Miracolo. Ok. Il Miracolo, que je conseille. Voilà, c'est très bon, c'est sur la foi. Également, à côté de cet événement-là, il y a le référendum qui est censé se passer en Italie pour voir si l'Italie va rester ou non en Europe. Voilà, donc un Brexit à Donc l'italienne. c'est contemporain. C'est très quoi. moderne, très contemporain. Je le conseille. Ok. C'est très bon. D'accord. Bah, on n'a jamais entendu parler, c'est bien. Cool. Alors, nous voilà arrivés à la fin de cet épisode. Merci Fama. Merci. Céline. Merci à vous tous. On se donne rendez-vous à très bientôt, Inch'Allah.